Ok. On a prévu une petite session là qui est vraiment focalisée sur la gestion de capacité. Est-ce qu'il y a un sujet? Il y a un sujet. Ok. Donc, on va essayer d'aborder ce sujet-là, et c'est quand même un point important dans Intuiflow, c'est qu'on rajoute des fonctionnalités de gestion de la capacité et de la charge. Est-ce qu'on entend Cécile quand Cécile parle? C'est comme ça. Ok. Ça marche? Okay. Merci. Donc Cécile est à fond sur des projets de ce type-là. C'est ça? Et d'ordonnancement. Voilà. Avis à tous les amateurs dans la salle. Et j'en ai déjà quelques-uns. Exact. Et donc, elle a travaillé aussi étroitement avec les équipes de développement, puisque là, les outils et ce dont on va parler ne sont pas des concepts nouveaux ni des outils complètement nouveaux, puisque depuis le milieu des années 2000, on avait un module qui s'appelle DBR+, qui était centré sur la gestion charge-capacité et surtout l'ordonnancement. Et là, on est en train on l'a intégré maintenant dans la plateforme. Et donc, Cécile notamment a eu le plaisir de participer à un certain nombre de sessions de mise au point. Ok, mais ça y est, on est bien. On a un outil qui est vraiment au bon niveau et qui bénéficie de l'expérience qui a été acquise au fil des années. Est-ce qu'on est d'accord sur ce premier point qui est que la capacité n'est pas infinie? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? En général, en tout cas quand on est dans l'industrie. Ok. Donc, et nos modèles de pilotage traditionnels, qu'il s'agisse de MRP, de Kanban, de DDMRP, même DDMRP, c'est un modèle à capacité infinie. C'est-à-dire qu'un Kanban, il peut tourner à la vitesse qu'on veut et il va jamais caper la charge à une capacité prédéfinie. Donc, on va vers l'infini et au-delà. Okay, c'est pour des références pour ceux qui viennent. Bon, okay. Et dans la vraie vie, ça se passe pas tout à fait comme ça. Il y a des contraintes. On est d'accord? DDMRP peut quand même aider. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes dans DDMRP qui aident un petit peu à calmer le jeu. Déjà, dans DDMRP, on utilise une CMJ, PMJ mix entre historique et prévision, mais qui est quand même lissée sur une certaine période. Donc ça, mécaniquement, ça limite les fluctuations. DDMRP permet aussi de juger de priorité relative. C'est-à-dire que si vous avez un article, par exemple, pour faire simple, même si certains d'entre vous ne sont pas complètement familiers avec la méthodologie, si vous avez des articles qui sont dans le haut de la zone jaune et d'autres qui sont dans le bas de la zone jaune et d'autres qui sont dans le rouge, si vous n'avez pas la capacité de tout faire, vous allez prioriser le rouge et peut-être ceux qui sont dans le bas de la zone jaune. Mais donc, du coup, vous avez quand même des leviers pour gérer des priorités et pour caper une charge à un certain niveau. On peut aussi projeter des besoins futurs dans des DMRP et donc identifier des décalages entre charge et capacité et donc pouvoir se dire, bah tiens, j'ai besoin de prendre de l'avance à un certain moment. Tout à l'heure, Charles-Antoine va nous parler de saisonnalité chez Peugeot Saveur, je pense. Okay, on fait des ventes à l'approche de Noël, c'est ça? Une grande majorité. Une grande partie, ok. Donc, il se pose des questions. Mais clairement, des DMRP restent trop limités pour gérer des contraintes de capacité et un lissage de charge. C'est pas intégré dans la mécanique, c'est pas intégré dans les outils. Je vois que Pierre-Olivier prend des photos, ne va pas diffuser partout sur LinkedIn. Des DMRP est trop limité. Et ça reste trop limité pour gérer de la capacité. On est d'accord? On connaît les trucs. Hein, alors, tiens, oui, on a un sondage. Vous vous souvenez de Slido qu'on a utilisé ce matin? Donc, petit sondage. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous gérez vos capacités? Comment vous gérez vos flux matières? En fait, la question porte sur les flux matières.
Est-ce que vous voulez gérer à capacité infinie? Alors, vous pouvez répondre à la fois dans la salle et en ligne. Est-ce que vous gérez vos flux matière à capacité infinie? Ou est-ce que vous les gérez à capacité finie basée sur un programme directeur de production? Ou est-ce que, alors je crois que vous pouvez faire plusieurs réponses. Je suis plus sûr comment on l'a fait. Est-ce que vous vous débrouillez avec Excel? Et est-ce que vous utilisez vous gérez vos flux matière à capacité finie avec des DMRP et des facteurs d'ajustement qui vont bien? Je veux les noms. je veux les noms. Je sais pas. Alors, c'est la preuve qu'on peut répondre plusieurs fois, hein, puisque 48%, plus 48%, plus 31, plus 23, ça fait pas ça. On est d'accord. Hein. C'est pas un bug dans DDMRP, c'est que c'était possible de répondre plusieurs choses. OK. Donc, en gros, on gère en général nos flux matières, malheureusement à capacité infinie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'éventuellement, on va faire rentrer de la matière pour des choses qu'on n'a pas la capacité de fabriquer, peut-être, parce qu'on n'a pas la capacité de production, mais on a quand même généré les besoins matières, ou alors on calcule nos besoins matières et on cale nos flux matières sur un programme directeur de production. Et quelle est la caractéristique d'un programme directeur de production? C'est que il est déjà obsolète. On est d'accord? La demande, elle a changé, le plan il est plus bon et on a du mal. On est d'accord? OK. Et puis bien sûr, on se débrouille tous avec Excel. Il n'y a que 28% qui ont répondu ça, mais j'y crois pas une minute. OK? Ceux qui arrivent à bien faire un lissage de capacité avec des DMRP et des facteurs d'ajustement, je veux qu'on ait une discussion séparée après, parce que félicitations. OK? Parce que c'est pas si simple. OK? Comment? Vous avez tout coché. OK. On a le droit. On a un nouvel atelier demain matin, en fait. On a un nouvel atelier demain matin. Alors, OK. Alors, pour revenir sur le sujet, donc le modèle opératoire piloté par la demande intègre au-delà des buffers de stock, donc Alors, FIJAC est indiscipliné, donc on va les mettre minables sur le web. OK. Donc, le modèle opératoire piloté par la demande, ça n'est pas que des DMRP. C'est un ensemble de mécanismes. DDMRP est la première brique, et c'est vraiment comme ça que le Demand Driven Institute présente le sujet. Mais il y a un ensemble de mécanismes. Alors, c'est un peu petit sur ce slide, mais on diffusera ces éléments après. Il y a bien sûr les buffers de stock, mais il y a aussi quelque chose qu'on appelle des buffers de temps. Donc, on va aller creuser d'un peu plus près pour voir ce que c'est. Par exemple, quand vous êtes à la commande, comment est-ce que vous absorbez la variabilité et que vous protégez vos clients? C'est pas avec du stock, puisque par définition, vous êtes à la commande. Donc, c'est un mécanisme de buffer de temps qui va avoir du sens pour protéger des clients quand vous êtes en fabrication à la commande, quand vous êtes sur des produits configurés, quand vous êtes en ETO, etc. Il y a des buffers de capacité. Alors, qu'est-ce que c'est que des buffers de capacité? En fait, on va distinguer, tout à l'heure on va le voir dans les ressources, des ressources qui sont contraintes, des ressources qui sont non contraintes. Et donc, on va définir des choses qui sont des buffers de temps, des buffers de capacité, des points de contrôle et des contraintes. Et tout ça est vraiment très centré sur la gestion charge-capacité, l'ordonnancement et ensuite le pilotage de l'exécution pour s'assurer qu'on protège effectivement les dates promises à nos clients. Hop. Alors, un peu de marketing, un tuffeau, effectivement, c'est aujourd'hui la solution qui permet d'intégrer ça. C'est-à-dire qu'on est à la fois des DMRP et
les mécanismes de buffer de temps, de point de contrôle et de contrainte. Et c'est une des rares solutions, si vous allez voir sur le site du Demand Driven Institute, qui est certifiée DDoM compliant. Alors, DDoM, qu'est-ce que ça veut dire? C'est modèle opératoire piloté par la demande. Donc, c'est au-delà de DDMRP, c'est vraiment un modèle opératoire complet. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de niveau logique et de fonctionnement? On va utiliser un même modèle opératoire pour le moyen terme, enfin une même définition de modèle opératoire pour le moyen terme et le plan industriel et commercial, le SNOP, et pour le court terme, l'ordonnancement et l'exécution. Au moyen terme, on est sur du REFCAD Capacity Planning, mais on va faire du calcul de charge capacité et éventuellement du lissage sur la base des mêmes définitions que ce que l'on va utiliser pour piloter l'atelier au court terme. Et c'est toujours la même notion, c'est un peu la même notion tout à l'heure qu'on évoquait entre projection dans le futur et court terme du Kanban. Le Kanban court terme, il faut que la projection dans le futur elle soit cohérente avec le modèle court terme que l'on a. Et c'est la même chose en termes de charge capacité. C'est-à-dire qu'on définit un modèle court terme. Par exemple, ma contrainte, c'est la machine numérique numéro 3, ou c'est l'installation de peinture, ou c'est la machine numérique et l'installation de peinture. Et je vais à la fois ordonnancer à court terme en prenant en compte ça et projeter mon modèle dans le futur et assurer un RCCP en faisant ça. Je continue ou tu prends? Je continue. La première des choses, ça va être de définir le modèle. Donc, définir un modèle de flux, c'est-à-dire décrire comment vos opérations industrielles, là on est plutôt sur du manufacturing quand on est dans ces notions-là, comment est-ce que votre modèle fonctionne? Et l'objectif de la méthodologie, c'est d'accélérer et de sécuriser le flux. Donc, on est dans la lignée de tout ce qu'on a pu faire depuis des décennies sur du Lean, sur de la théorie des contraintes, etc. Simplement, on actualise et on met à jour ces pratiques-là dans un environnement qui est de plus en plus perturbé. Mais les notions de base, elles restent extrêmement simples et bien connues quelque part. Donc, notamment au cœur de la méthodologie, on va utiliser ce qui avait été défini par Eli Goldratt dans le livre Le But, qui est la logique Drum-Buffer-Hop. J'ai une contrainte. Alors, dans la vraie vie, je peux en avoir plusieurs, mais c'est bien d'en choisir une comme étant la contrainte primaire. C'est elle qui me donne la cadence. C'est elle qui me donne le tact, la cadence du flux. Okay? Cette contrainte, comme c'est une contrainte qui me donne la cadence, je vais la protéger. Donc, ça veut dire que je vais m'organiser pour avoir du travail disponible devant. Ça peut être du stock ou ça peut être de l'encours, un buffer de temps. C'est-à-dire que je vais m'arranger pour que les opérations qui sont en amont de cette contrainte arrivent et soient disponibles sur la contrainte avant que la contrainte en a besoin. Puisque c'est une contrainte, je veux absolument jamais qu'elle manque de matière pour tourner. Parce que toute minute perdue sur la contrainte est une minute perdue et de la capacité perdue pour le système complet. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les grands messages de la théorie des contraintes, encore une fois, Christophe est sorti de la salle, mais n'hésitez pas. Okay. Donc, j'ai un buffer de temps, par exemple, avant ma contrainte. J'ai aussi un buffer de temps avant le client, parce que il y aura toujours de la variabilité dans les choses, et donc c'est bien d'avoir un buffer de temps avant le client si je suis à la commande. Et puis, je vais avoir une notion de corde qui est, en fait, combien de temps avant je dois démarrer un OF, par exemple, pour qu'il arrive suffisamment tôt dans mon buffer de temps avant la contrainte pour ne pas risquer de le désamorcer. Et avec cette corde, en fait, qu'est-ce que je fais? Je bride le flux, je bride l'encours. Et si je bride l'encours, je m'assure que j'ai pas plus d'OF qu'il n'en faut qui ont été libérés dans l'atelier. Parce que plus j'aurai d'OF dans l'atelier, plus ça va prendre de temps pour traverser l'atelier, plus j'aurai de priorité, de conflits de priorité dans l'atelier. Ouais. Donc, le jeu, c'est lancer ni trop tôt, ni trop tard. Et là, on va avoir dans le système à la fois une corde en amont et une corde en aval. C'est-à-dire que par rapport
à la contrainte, on va pouvoir promettre des dates clients qui sont à la fois validées en capacité et protégées contre les aléas avec des buffers de temps. Bon, ben voilà, vous savez tout. C'est bon. Tout ça, c'est pas très nouveau, puisque si vous comparez à ce que vous faites dans du Lean, si vous faites une VSM, il y a des adeptes du Lean dans la salle, là? Au moins un, au moins deux, ok. Quand vous faites du Lean, vous avez un pacemaker, un pace setter, un post-cadenceur, je ne sais pas comment vous l'appelez, qui va donner la cadence. En amont de ce poste, vous allez tirer le flux, par exemple avec une boucle Kanban générique ou autre. En aval de cette contrainte, en général, vous allez avoir une ligne FIFO avec de la capacité excédentaire et peut-être aussi du temps excédentaire pour assurer la disponibilité à temps. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça ressemble quand même dans les principes. Quand on est sur un modèle opératoire piloté par la demande, je vais avoir ma contrainte qui va me donner la cadence. Je vais protéger ma contrainte avec des buffers. Alors, typiquement, on met quand même plus le focus dans la théorie des contraintes sur la gestion de buffers. Et chaque fois que j'ai un buffer de temps, de stock ou de capacité, je vais raisonner en rouge, jaune, vert pour me dire, pour en fait déclencher des prévisions, déclencher des actions en fonction du statut de ces buffers. Mais quelque part, ça ressemble beaucoup. Ok ? Donc, si vous êtes un adepte du Heijunka, pas de problème, vous remplacez ça par un QFlow, ça marche. Enfin, juste un petit message. Ok ? Donc, on est sur du cadencement par la demande, on est sur de la maîtrise de l'encours et on est sur du management visuel. Le tout numérique, parce qu'aujourd'hui, on a besoin que ce qui se passe dans l'atelier soit aligné avec les systèmes d'information. En fonction de l'environnement aussi, on va avoir un modèle qui est adapté. Du Kanban, c'est bien quand quand on a une certaine stabilité et peut-être des choses pas trop compliquées. Parce que c'est quand même un peu compliqué à maintenir dans le temps s'il y a beaucoup de fluctuations de la demande. Et puis, si les gammes sont complexes, ça va être un peu problématique. Donc, ça veut dire que le modèle opératoire, le DDOM, il peut s'appliquer très bien à ça, c'est-à-dire à des processus simples. Je fais de l'embouteillage. Excusez-moi, il n'y a pas d'embouteilleur dans la salle, mais il y a des fournisseurs de bouchons. Mais bon, voilà, là, je dois optimiser des séquences, des lavages, etc., faire des routes de planification, ce genre de choses. La méthodologie et les outils s'adaptent à ça, mais ils s'adaptent aussi à ça. Ça, c'est un exemple dans un flux aéro où ça rappelle des choses, mais c'est pas chez Figeac, ok ? Mais où j'ai 15, 20, 30 opérations de gamme. On a un client, par exemple, dans les implants dentaires. Ça semble un implant dentaire pas si compliqué que ça, mais il peut y avoir 30 opérations de gamme avec de la sous-traitance, des allers-retours, etc. Et bien sûr, ces équipements-là partagent des équipements communs qui sont spécialisés techniquement et qu'on peut pas mettre en ligne et dédiés parce qu'il y a trop de diversité de produits. Ça rappelle une discussion qu'on avait avec un des participants à midi. Donc ici, si vous avez ce genre de schéma, vous pouvez aussi le piloter avec un modèle opératoire DDOM sur la droite, là. Simplement, vous allez devoir faire une première analyse pour comprendre finalement où sont les contraintes, qu'est-ce que l'on va décider, par où est-ce qu'on va cadencer les flux. Alors, il y a quelques approches qui permettent de faire ça de manière efficace. Où est-ce qu'on positionne les buffers de temps et comment on les dimensionne, et ensuite, quels vont être nos rituels de pilotage par rapport à ça. C'est bon ? Ce petit schéma-là, soit dit en passant, c'est une approche de process mining. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ça, mais c'est bien utile quand on a des gammes complexes. On va reprendre avec des outils du marché. Il y a des outils de process mining sur le marché qui vont permettre et il y a des consultants qui sont très spécialisés là-dedans. Si vous voulez parler un peu de process mining avec Isabelle qui est dans le coin là, elle se fera un plaisir. En fait, on récupère des historiques de qu'est-ce qui s'est passé sur quel poste à quel moment. Et on va en dessiner une VSM à partir de ça, en fait, et voir par rapport à l'exécution historique, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'on a des files d'attente qui a subi
qui se produisent, etc. Et en fonction de ça, ça va nous aider à monter, à définir le modèle. Donc, en fait, on peut être vraiment dans des complexités de flux très différentes. Et à chacune de ces complexités de flux, on va associer un modèle opératoire décrit dans un tuyau. Voilà, ça c'est un exemple d'un modèle opératoire pour une entreprise qui fait des pièces d'équipement à base d'acier inox, où je vais avoir des contraintes, des points de contrôle, des buffers de temps et puis des buffers de stock, bien sûr. Ça veut dire que dans un Tuiflow, on va effectivement représenter ce modèle opératoire. Alors, ça se voit pas trop, c'est un peu petit sur cet écran, surtout au fond de la salle. Mais on va avoir une définition de ressources. Donc, par exemple, sur les différents centres de charge, on va définir qu'une ressource est une contrainte. Ça veut dire je vais la planifier à capacité finie et je vais l'ordonnancer de manière à en optimiser le fonctionnement, la séquence, par exemple. Je veux minimiser le nombre de changements de série. Je veux faire une séquence préférentielle. Par exemple, je veux aller du plus clair au plus foncé, du plus foncé au plus clair, ce genre de choses. Je veux optimiser parce que c'est ma contrainte, donc je veux l'optimiser. Deuxième type de ressources, c'est les ressources avec buffer. Ce ne sont pas nécessairement des contraintes, mais on sait que ce sont des points, par exemple, des carrefours de flux, où on sait qu'on va avoir une file d'attente et que c'est un bon endroit pour gérer des priorités. Je sais pas, par exemple, je sais pas, dans une entreprise de dispositifs médicaux, on pourrait avoir le contrôle qualité. Ça pourrait peut-être être une contrainte ou peut-être pas, mais on sait qu'on a une file d'attente devant. OK? Je dis ça, je dis rien. OK? Ensuite, on va aussi définir des familles de flux, c'est-à-dire on va regrouper, alors un peu comme dans DDMRP, on définit des profils de buffer, de stock, donc on va regrouper les articles qui sont similaires en termes de plage de délai, de plage de variabilité. Là, ce que l'on fait dans un modèle complet, sur la partie transformation, gamme opératoire, c'est qu'on va définir des analogies de gamme opératoire. Et on va regrouper les flux par analogie de leur trajet finalement. Okay. Et en fonction de ça, on va définir des dimensions de buffer de temps sur la contrainte, sur les opérations de fin, qui peuvent être différenciées en fonction des natures de produits que l'on fabrique. On va pouvoir aussi définir dans le modèle opératoire des règles de regroupement et de séquencement. Donc là, par exemple, on dit que dans un horizon, alors vous voyez, ça c'est une table d'entrée pour alimenter le modèle, où on dit que sur un horizon de 10 jours, on est autorisé à regrouper les besoins sur l'ensemble de ces produits-là parce qu'ils font partie du même groupe. Donc en fait, tous ces articles-là, on va les planifier ensemble comme si c'était un seul OF à partir du moment où j'ai un besoin dans une plage de 20 jours. Et ça va me permettre d'organiser des campagnes finalement. OK ? Parce que les campagnes, on va essayer de les réduire, mais on va pas être idéaliste et jusqu'au boutiste tout de suite, parce que si on casse trop certaines campagnes à certains endroits, on va perdre de la capacité sur les contraintes et on peut pas se le permettre parce que le marché demande davantage. OK ? Et puis on va aussi, alors c'est en partie volontairement tout petit parce qu'on veut pas non plus que les concurrents aillent recopier tout ça. Il y a aussi une approche de priorité des ordres de fabrication par rapport au statut des buffers qu'ils réalimentent. En d'autres termes, si j'ai un ordre de fabrication qui est en cours à destination d'un buffer de stock et que mon buffer de stock est en rupture, cet ordre de fabrication va avoir une priorité très élevée et le moteur d'ordonnancement va le mettre au plus tôt. Si un ordre suivant, par exemple, si mon premier ordre règle une rupture, il va être de très haute priorité. Si mon ordre suivant fait passer de la zone rouge à la zone jaune, il va être d'une priorité moindre. Et donc, ça permet d'alimenter les algorithmes, alors certains disent heuristiques, c'est comme ça qu'on dit, quand on est pro de la com et du marketing. Mais on va alimenter la logique avec ce genre d'éléments qui prennent en compte le statut
des buffers de stock qu'on réapprovisionne et le statut des dates clients, puisqu'on est sur une logique qui mixe de la fabrication sur stock et de la fabrication à la commande. C'est-à-dire qu'on doit générer pour l'atelier des priorités qui sont cohérentes sur un moyen qui, d'une part, est en fabrication sur stock et d'autre part en fabrication à la commande. C'est trop facile de dire la fabrication à la commande est toujours prioritaire. C'est pas vrai. Il y a des fois, vous avez tout intérêt à sécuriser votre stock de gros runners avant de traiter telle ou telle commande. OK ? Juste, on n'a pas mentionné dans les slides sur définir le modèle. On a précisé qu'il fallait définir les ressources et on a la possibilité également de définir des calendriers très précis pour chacune des ressources. Tout à fait. Et c'est un point important où effectivement, on va définir et associer des calendriers aux ressources, calendrier d'équipe, donc schéma d'équipe et évolution de ces calendriers dans le temps en fonction des décisions qu'on peut prendre d'ouverture ou de fermeture, d'adaptation de la capacité. Est-ce que je continue la partie RCCP et tu fais ensuite la partie ordre, c'est ça? OK, on fait comme ça. Alors, la logique cible qu'on a au niveau du RCCP. Alors, je dis logique cible parce qu'on n'est pas encore tout à fait là où on voudrait être. Là-dessus, il y a des briques qui fonctionnent et puis des briques qui sont encore en cours d'assemblage, on va dire. Donc, une fois qu'on a défini notre modèle opératoire, on peut l'utiliser pour le moyen terme. C'est-à-dire qu'on a un SNOP, on a des prévisions de vente. Nos prévisions de vente, on projette des comportements de buffer, de stock, quand on a des stocks. Ces comportements de buffer de stock génèrent un besoin prévisionnel de fabrication et on va passer ce besoin de fabrication à la moulinette de notre modèle opératoire tel qu'on l'a défini. Et on va pouvoir projeter une capacité variable par période, comme on vient de le définir, avec des calendriers et des plages d'adaptation du calendrier dans le temps. Donc, la logique de fonctionnement, c'est de partir de prévisions et d'un modèle opératoire existant, le modèle opératoire que l'on a décrit. On fait la projection des DSNOP, donc projection des buffers. Dans cette projection de buffers, et ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à expérimenter mais plus sous forme de POC, on génère des ajustements automatiques en fonction de règles, c'est-à-dire que si à certains endroits, à certains moments, on a des buffers qui descendent trop haut ou trop bas, on génère des adaptations. Ça, c'est quelque chose qui est pour l'instant à l'état de POC et qui sera intégré dans la logique du produit, on va dire en fin d'année. Et ensuite, à l'issue de cette simulation, on fait deux calculs RCCP. Un calcul RCCP à capacité infinie et un calcul RCCP à capacité finie sur les contraintes. Donc, en d'autres termes, alors ça, c'est quelque part opérationnel. En d'autres termes, on a deux jeux de données en sortie. Un jeu de données qui est le plan non contraint. Si je veux réapprovisionner mes buffers de stock normalement, voilà ce que je devrais avoir. Et par ailleurs, un plan contraint qui est là, je sais que j'ai mis telle ou telle contrainte, et en fait, je ne peux pas augmenter, par exemple. On a un certain nombre de clients, on a quelques clients qui sont actuellement en sous-capacité. Okay. La projection du module APM ou du module DDS-NOP, comme on a dimensionné les buffers à ce niveau-là, la projection, pas de souci, elle dit tu remontes le buffer là. Donc en fait, ça fait une vague de charge à court terme qui est bien supérieur à la possibilité. Okay. Donc, le plan non contraint, il va dire, tiens, impeccable, le stock, il remonte là, comme ça. Le plan contraint, à partir du moment où j'ai défini mes contraintes, lui, il va dire, en fait, non, ça va pas être possible. Et ça va prendre plus de temps. Vous me suivez? Entre ça, ce plan contraint et ce plan non contraint, on va faire une réconciliation qui répartit, pour faciliter ça, de l'intégration de Power BI Embedded sur laquelle on travaille, ce qu'on discutait ce matin et qui fait plaisir déjà à Diane, au moins. Et en fonction de ça, soit on ajuste la capacité, soit on ajuste les buffers. Ça, c'est un petit exemple sur un jeu de données d'un client qui n'est pas dans la salle. Ou ça, par exemple, sur un poste de travail donné,
Ça, c'est sur ce moyen-là, mon RCCP à capacité infinie. Donc, vous voyez que là, je dépasse. Donc là, je suis en semaine, hein, sur la période à venir. Là, je dépasse. Là, j'ai une période de congé. Après la période de congé, boum, il faut rattraper puisqu'on n'a rien fait pendant 2 semaines. Ok, mais c'est ça que fait le modèle à capacité infinie, entre guillemets. Puis ensuite, je vais être saturé, puis là aussi, etc. Et ça, c'est ce que le moteur d'ordonnancement qui, vous voyez, en fait, quand il y a des choses ici qui excèdent, il va essayer de les recaler plus loin. Puis quand il y a des choses qui excèdent ici, il va essayer de les recaler plus tôt, de manière à répartir la charge et respecter les contraintes de capacité. Ça va? Du coup, et là, ça c'est aussi au stade de POC, hein, vous voyez, ça c'est du Power BI, pour les adeptes du Power BI. J'ai, par exemple, ici, une récap sur une famille où je suis ici avec ma demande par mois sur les mois à venir, sur cette famille d'articles. Là, je suis en valeur, en l'occurrence, en euros. Ça, c'est ma demande mois après mois, telle qu'elle est issue des prévisions. En gris clair, je ne sais pas si ça se voit, c'est mon supply idéal non contraint. Donc, pas de problème, c'est la fête. Le premier mois, je peux en faire plein, là, dès le mois de mai, puis ensuite au mois de juin, etc. Mais dans la vraie vie, mon supply, il va être contraint, c'est la barre mauve ici. Et donc, au lieu d'avoir mon stock cible, qui est la ligne verte ici, j'ai mon stock cible sur mon plan de capacité actuel, qui est celle-ci. Et pour l'instant, je ne recolle pas au stock cible, je resterai en dessous parce que j'ai pas la capacité de faire. Donc ensuite, je vais pouvoir faire un deuxième scénario en augmentant ma capacité, etc. Est-ce que c'est à peu près clair, la logique? Sachant qu'entre 2 scénarios, si on n'a pas besoin de refaire toute l'explosion de besoins, juste faire le calcul de charge, c'est quelque chose qui prend quelques minutes, quoi. C'est pas très très long en général. Ok? Qu'est-ce qui se passe? C'est la fête, je vois sur Zoom là. Ok. Donc ça peut être intéressant quand même d'aller là-dedans. Ok. Donc on est en train de travailler là-dessus. Et puis on va faire un petit sondage pour savoir si finalement comment vous faites aujourd'hui votre RCCP et votre charge capacité au niveau du plan industriel et commercial et donc voilà. Excel a déjà gagné. À 100%, hein. Ah, ça bouge. On a droit à plusieurs réponses, je pense aussi, hein, ouais. Donc en fait, on se posait la question de est-ce qu'il y a un besoin? Oui, peut-être quand même. Le responsable marketing est bon. Mais là, il n'y a pas de marketing, c'est que du factuel, là. C'est un peu manipulé, La propagande. Comment? Si, il y a ça. Tu sélectionnes ça si tu fais ça. Ok. Bon, mais voilà. Donc, notre ambition est de passer de 9% à 89%. Vous voyez qu'on a quand même des opportunités. Ok. Je te passe la main? Allez. J'appuie sur le bouton milieu quand je veux changer? Alors, pour changer, bouton de droite. Bouton de droite, ça marche. Allez, on discute un petit peu ordonnancement. On l'a longtemps annoncé, l'ordonnancement. Longtemps. Et Intuiflow, finalement, est arrivé. Et notamment dans les grandes modifications et changements apportés par Intuiflow, il y a le module d'ordonnancement. Bernard le mentionnait en introduction, la technologie, elle n'est pas nouvelle, puisque l'outil, il existait, mais la manière dont il existait ne permettait pas une installation, une utilisation facile. C'était vraiment certains clients spécifiques qui utilisaient l'outil DBR en premise.
Là, l'intérêt, c'est qu'en fait, il va être disponible dans la suite de solutions. Vous pouvez avoir accès à toutes les fonctionnalités R+. Et si vous avez besoin de l'ordonnancement, c'est un module supplémentaire dans le même outil. Pas cher. Évidemment. Ça fait la partie du prix. Évidemment. Donc, juste peut-être aussi en introduction au niveau du concept, pour ceux qui n'ont pas encore vu, demain matin, atelier, on ne fait plus des slides, on devrait montrer une instance avec de vrais jeux de données. Donc, ceux qui n'ont pas encore vu ou parcouru un TUIFlow avec le module d'ordonnancement, au niveau du concept, pour la plupart d'entre vous qui avez l'habitude de travailler avec R+, vous allez travailler dans votre instance et aujourd'hui, vous faites l'approbation de vos ordres d'achat, vos ordres de fabrication également, et l'ensemble remonte avec l'interface retour vers votre ERP. Et si tout se passe bien, l'ordre de fabrication, le jour d'après ou à l'interface suivante, il va revenir, mais cette fois-ci, dans l'ordonnanceur. Voilà pour le petit principe. Ordonnancement, on a parlé dans la première partie et elle n'est pas négligée. Alors, il y a des petites animations. Dans la première partie, on a expliqué qu'en fait, c'est une phase de projet qu'il ne faut pas négliger. Il faut bien modéliser l'ensemble de vos flux, définir les ressources, bien définir la contrainte, les ressources qui théoriquement sont flexibles et qui vont vous aider à pouvoir protéger justement votre contrainte. Donc, une phase de modélisation qui est vraiment à prendre en compte. On parlait de calendrier, des gammes de fabrication qui seront peut-être pas 100% exactes, mais qui doivent refléter dans la mesure du possible la réalité. Donc, modélisation, ordonnancement au quotidien. Je vous montre en fait, on pourra si demain matin on y arrive pendant l'atelier, aller plus en détail dans les écrans. Ici, je vous montre en fait le module d'ordonnancement tel qu'il est présent dans un TUIFlow. Donc, cette option d'ordonnancement, elle est vraiment dédiée à des ordonnanceurs. Donc, tout le monde ne doit pas forcément avoir accès à ce module d'ordonnancement. Là, on est vraiment dans la fonction d'ordo. Les actions principales que mes ordonnanceurs planificateurs vont pouvoir gérer depuis ce module, ça va être bien entendu de lancer mes ordres de fabrication et vraiment au moment recommandé, donc sans prise d'avance pour pouvoir en fait contrôler mes encours au niveau de l'atelier de fabrication. Donc, je vais suivre des recommandations système qui m'a proposé un planning optimisé pour pouvoir lancer mes ordres de fabrication. Et après, tout ce que le système va me proposer, même si c'est pas clair au niveau des actions rapides, ça va être de pouvoir gérer des exceptions. Alors, gérer des exceptions, ça va être accélérer, prioriser des ordres, parce que moi, planificateur, tout d'un coup, j'ai une information que le système n'a pas ou j'ai une urgence à gérer. Donc, la gestion d'exception, je vais pouvoir vérifier ma disponibilité matière avant de réaliser mes lancements et puis retravailler, mais vraiment par exception. L'objectif et la philosophie ici de l'ordonnanceur tel qu'il est présent dans la suite de solutions, ça va être dans un temps raisonnable de pouvoir établir un planning optimisé et réaliste, mais on ne va pas chercher à réaliser un planning parfait parce qu'on sait déjà qu'on va avoir certainement des aléas à gérer. Donc là, ça va être de trouver le bon équilibre, faire confiance au système, apporter de l'intelligence et pouvoir exécuter. Je vous ai mis des colonnes qu'on ne verra pas en détail ici, mais l'ordonnanceur, il va également pouvoir comparer en fait quelle était la date de fin demandée et potentiellement la date de fin demandée que vous trouvez dans R+, au niveau de vos ordres. Et après vérification, il va vous confirmer une date promise, puisque là, on vient prendre en compte la capacité système
Et vous voyez ici du rouge, du vert ou rien du tout sur l'écran. Ça va être l'écart entre justement les dates demandées, les dates promises. Et puis, allez, on va dire un dernier exemple de ce qu'on peut gérer avec l'ordonnanceur. On a la possibilité, en fait, on l'a mentionné un petit peu plus tôt, de pouvoir créer des groupes d'ordre de fabrication. Donc, option de création en automatique quand on a des critères de regroupement qui sont suffisamment précis, ou alors manuellement dans l'ordonnanceur, je peux venir, moi, sélectionner des ordres de fabrication que je souhaite grouper sur une ressource et créer ici, on voit, un groupe donné qui sera lancé en même temps et traité sur la ressource groupée. Donc, ordonnanceur vraiment dédié ici aux équipes ordo. Eh bien, repartons sur un petit sondage. Comment gérez-vous votre ordonnancement? Du Excel, du Kanban, Ayunka, un logiciel spécifique et spécialisé dans l'ordonnancement, un MES, et je remplace âtre par autre. C'est Excel qui va encore l'emporter haut la main. Ça y est, c'est fait. Excel de loin. Il y a quand même aussi... Pour avoir discuté avec plusieurs entreprises, il y a aussi une raison pour laquelle c'est Excel qui est souvent majoritaire. C'est que souvent on se dit « mon atelier a vraiment des spécificités ». On a des règles très particulières à mettre en œuvre. Ouais, vous avez déjà entendu ça ou pas? Et donc Excel présente cet avantage-là, vous pouvez créer un peu n'importe quelle règle. Le modèle opératoire tel qu'on le décrit, il y a des principes de base. Le modèle opératoire, il va pas, et l'ordonnancement et l'exécution ou l'ordonnancement va pas être le plan parfait. Mais c'est un plan réalisable et qui est optimisé sur les contraintes. Et entre ces contraintes, on se donne une plage de fonctionnement parce que de toute manière, votre plan parfait, il va jamais fonctionner. Et c'est à ça que ça sert des buffers de temps. C'est à mettre ces degrés de liberté entre les contraintes pour pouvoir faire quelque chose qui s'adapte à la réalité de votre atelier. Il n'y a pas pour autant besoin de créer une règle hyper personnalisée pour votre atelier. Je vous assure. Donc, je présentais le module d'ordonnancement en disant vraiment que c'est dédié pour ordo et planificateur. Par contre, là, on est en train de parler d'ordonnancer pour la production. Donc, on a de multiples départements et fonctions qui sont impliqués. Et donc, il y a une partie essentielle qui va être de réaliser l'exécution et, si possible, de manière collaborative, visuelle et simple. Donc, au niveau de l'exécution, ici, donc je vous indique en fait, quand on a introduit l'ordonnanceur au niveau de la suite Intuiflow, en fait, on a un menu
un menu principal pour ceux qui ont l'habitude de naviguer déjà dans celui ER+, version 4.18, qui augmente au fur et à mesure du temps. Et là, on est venu introduire de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles options qui font que le menu général a tendance à déborder un petit peu. Donc, on a regroupé ce qu'on trouve ici sur la partie verte, en fait. Vous le trouvez sur l'écran d'accueil et ça donne accès directement pour les personnes qui ont accès au module d'ordonnancement aux fonctionnalités principales qu'on utilise le plus souvent. Donc, on voit qu'on peut accéder à l'ordonnanceur et à différents menus. Je vais vous présenter quelques slides par la suite pour vous montrer les différentes options. Donc, on va le voir, des tableaux de buffer, des programmes de ressources, des graphiques de charge et des graphiques système. Donc, graphique de charge système, je ne sais pas si vous voyez bien depuis le fond de la salle. Là, l'objectif, ça va être d'avoir une représentation graphique en fait de l'ensemble de vos ressources sur un intervalle de temps donné que vous allez définir. Vous voyez sur la gauche de l'écran en fait des codes couleurs. Donc, bleu, c'est un code couleur utilisé pour les contraintes. Des ressources avec buffer, elles sont en orange, et des ressources sans contrainte qui sont flexibles pour nous permettre d'optimiser, elles sont grises. Donc, et on voit en fait comment on est chargé dans le temps. Bien entendu, il y a certaines ressources qui peuvent dépasser ma limite de 100%. Ça va être notamment les ressources grisées. Par définition, ma ressource contrainte, elle ne pourra jamais dépasser 100%, puisque c'est pour ça que je l'ai mise en contrainte et que l'ordonnanceur va pouvoir caper et m'assurer qu'il ne planifie pas plus. Donc, vous avez ici possibilité de visualiser les résultats du calcul de l'ordonnancement sur le système global. Et on ne le voit pas ici, en cliquant directement sur une ressource spécifique, on passe sur une charge ressource isolée. Donc ici, on va pouvoir visualiser dans le temps. À nouveau, l'intervalle de temps, c'est vous qui le définissez. On va pouvoir visualiser la charge. Ici, on est à nouveau sur une contrainte. Donc, bien évidemment, je ne dépasserai jamais les 100% que vous voyez en ligne rouge, mais je vais pouvoir visualiser ma charge dans le temps avec des ordres de fabrication. Certains sont déjà lancés, d'autres pas encore lancés. Donc, c'est la partie grisée pour les non lancés. Donc, des codes couleurs qui sont mentionnés ici, là, sur la droite de l'écran, qui vont vous permettre de visualiser au fur et à mesure du temps. De la même manière, ici, je peux voir le résultat sur une ressource non contrainte. Donc, à nouveau, ma ressource non contrainte, elle est censée être flexible. Donc, je dois pouvoir m'ajuster avec des heures supplémentaires, avec potentiellement de la capacité homme supplémentaire. Je dois pouvoir être flexible pour pouvoir protéger ma contrainte. Donc, a priori, c'est ce que me propose le résultat de mon ordonnanceur ici. À moi, derrière, d'évaluer si je peux m'adapter pour réaliser le programme qui va être demandé ici avec des choses supérieures à 100%. Donc, quelques outils visuels une fois que l'ordonnanceur a tourné. Ici, on va visualiser les tableurs les buffer boards, les tableaux de buffer de temps. C'est des tableaux essentiels. Idéalement, ça, c'est un indicateur clé qu'on partage avec les équipes sur des réunions quotidiennes en production. C'est ce qui va permettre de se mettre d'accord en fait sur où on en est sur certains équipements critiques et quelles vont être mes priorités pour continuer à alimenter et protéger mes ressources. Deux parties sur ces tableaux de buffer de temps. Une première partie dans la partie supérieure de l'écran,
c'est les ordres de fabrication que mes équipes Ordo, elles ont lancés pour la production. Donc, l'ordre a été lancé. Par contre, il n'est pas arrivé sur mon équipement. Donc, il est quelque part entre le lancement et l'équipement. Il n'est pas arrivé et on voit au fur et à mesure du temps, les ordres de fabrication vont changer de zone. Tant que je suis dans le bleu, le vert, le jaune, on peut dire que c'est acceptable et normal. Dès que je vais commencer à être dans le rouge et dans le rouge foncé, dans le critique, il va falloir que tout le monde se mette en fonctionnement alerte, puisque là, on a des risques importants. Et partie inférieure de mon buffer board, le même principe au niveau de mes zones couleurs, mais ici, je reflète en fait les ordres de fabrication qui sont arrivés avant mon équipement. Donc, ils sont disponibles pour passer sur mon équipement. Si j'en avais certains dans le bleu, le vert, le jaune et le rouge critique, j'ose espérer qu'ils passeraient les premiers ici. Donc, ici, outil de pilotage critique pour pouvoir s'accorder sur les urgences avec les différents services de l'entreprise. Disponible depuis l'outil également, qu'on soit dans l'ordonnanceur ou dans d'autres menus de l'ordonnanceur, vous pouvez à tout moment cliquer sur un ordre de fabrication. Vous accéderez en fait aux détails de la gamme que vous avez rentrée dans l'outil et puis toutes les dates clés qui sont relatives en fait à l'ordre de fabrication, à son lancement et aux dates attendues. Donc, je mentionnais tout à l'heure que l'ordonnanceur, il est plutôt dédié aux équipes planification et ordo. Par contre, bien entendu, une fois qu'on a lancé des ordres pour la production, on veut aussi qu'ils puissent être visibles aux différents postes. Donc, c'est pour ça qu'en fait, directement dans l'outil, on a des programmes au poste qui sont disponibles et qui vont montrer en fait l'ensemble des ordres de fabrication idéalement lancés. On donne peu ou pas accès aux ordres qui ne sont pas encore lancés, mais l'ensemble des ordres de fabrication lancés et leur statut par rapport à un poste dédié. Voilà pour la partie exécution. Une fois qu'on a parlé ordo exécution, il reste bien entendu à mettre en place une partie amélioration continue. Donc pour ça, comme c'est le cas dans R+, il y a un certain nombre d'informations qui vont être historisées. On a la possibilité de pouvoir développer des rapports, donc de pouvoir analyser l'historique et éventuellement de faire des corrections au niveau du modèle s'il y a besoin ou des actions spécifiques s'il y a des dérives. Et vous avez également la possibilité en fait d'activer au niveau de l'ordonnanceur en fait on va dire des codes motifs quand certains ordres de fabrication arrivent soit trop tard, soit trop tôt, pour pouvoir en fait revoir de manière régulière les causes principales de décalage entre l'attendu et le réalisé. Alors, toute cette partie amélioration, je dirais, les tables sont alimentées. Par contre, il faut qu'on redéveloppe les rapports qui vont permettre de faciliter ces analyses. Dans Power BI. En partie dans le moteur de BI actuel et dans Power BI. Ce que vous n'avez pas vu aussi, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu là et qui normalement est lié à une logique d'ordonnancement. Il y a un truc qui manque. Ça vous a pas frappé? Qui arrive prochainement. Il n'y avait pas de diagramme de Gantt. Okay. Alors, on va avoir un diagramme de Gantt, au moins sous forme de visualisation, mais dans la pratique, c'est pas nécessairement la meilleure méthode pour ordonnancer des postes, un diagramme de Gantt. Mais bon, ça, on peut ouvrir le débat. Ok. Ceci dit, comme ça nous est demandé et qu'on est gentil, on va quand même en mettre. Est-ce qu'on est au bout de la présentation, là, je crois? OK.
Donc, on va ouvrir aux questions-réponses. C'est la prochaine session.